premier qui m'emploie, chez qui je fais la plonge, il me promet 150 à la fin de la journée, et à la fin de la journée, il me donne 75 francs. Il me dit, si vous n'êtes pas content, Mamadou, ne revenez pas demain. Voilà, ça, c'est le début. Et ça vous forge un caractère. Sauf que vous avez tellement de détermination et que vous n'avez pas le choix, parce que vous ne pouvez pas rappeler les parents pour dire, je reviens, que ben, forcément, vous dites, je vais continuer. J'arrive en France le 11 septembre. 11 septembre à l'époque ne signifie rien, 11 septembre 79, et je suis un gamin, un petit gamin qui n'est pas attendu. Et à l'aéroport, je sors, celui qui devait m'attendre n'est pas venu. Et je demande à un taximan, je vais en ville, puisque pour nous en Afrique, il y a toujours un coin où c'est le centre-ville. Et puis il me dit, hey, Mamadou, on ne me la fait pas celle-là. Il me prend quand même, il me dépose place de Clichy. Et il va falloir se démerder à l'âge de 16 ans. Je ferme les yeux sur une carte que je prends dans une station Total à l'époque, dans une station BP à l'époque. Je ferme les yeux, je mets la main sur une ville et ça tombe sur Reims. Et je vais à Reims pour m'inscrire à la fac. Voilà comment commence l'aventure, de façon très très douloureuse. Pour un enfant de 16 ans, donc quand je regarde les enfants de 16 ans, je me dis comment ça a pu être possible. La douleur des parents, l'inquiétude des parents, mais le drame de l'enfant. Aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, j'ai toujours voulu être journaliste. Et vouloir être journaliste, pour moi, ça signifiait aussi aller sur les terrains les plus chauds. Donc, étant en France, j'entendais parler des guerres en Afrique, avec à peu près la même tonalité. Et je me suis dit, et si j'allais moi-même voir ça? Voilà comment je débarque en Somalie, avec une caméra à l'époque, jeune JRI, et je me dis, je vais aller voir ça de près. Et je vois l'horreur. Je vois quelque chose que je n'imaginais pas. Le petit gamin qui a grandi au Cameroun, à Douala et à Bafoussam, qui voit qu'on peut tuer aussi facilement, qui n'imaginait pas que c'était croyable. Je me dis, il faut montrer ça au monde. Sauf que je m'intéresse plus aux causes de la guerre qu'à la guerre elle-même. Parce que j'ai la faiblesse de penser que généralement dans les médias, hard news, on parle des faits de guerre. Mais personne ne dit ce qui manipule derrière. Je ne fais pas le reproche aux autres. Je me dis, c'est à nous, de la presse africaine, de dire les causes réelles de ces guerres-là. C'est pas aux autres d'aller chercher à notre place. Alors quand j'entre à RFI, c'est parce que je viens d'un média qui ne parle pas aux Africains. Et je me dis, qu'est-ce que je fais là, en réalité? Parce que j'étais un peu... presque celui qui sert le café, je vais un peu plus loin, on ne m'avait jamais demandé de servir du café, mais en réalité, je ne me sentais pas bien dans cet environnement. Et je sais que j'ai grandi en écoutant RFI. Le matin, mes parents allumaient RFI, et ensuite la Voice of America. Et je me suis toujours dit, si je vais travailler dans la presse, je travaillerai soit à RFI, soit à la Voice of America. Et l'opportunité m'est donnée par un ami avec qui je travaillais, qui est Alex Taylor, qui me dit, ça serait bien si tu rejoignais la maison RFI pour apporter un regard africain sur l'Afrique. Et j'ai mesuré le sens de ces propos par après, parce que quand vous arrivez, vous vous rendez compte que les gens, c'est pas par méchanceté, ils ont leur regard sur l'Afrique, qui est empreinte de beaucoup de clichés, de beaucoup de choses qui vous font hurler. Mais ils ne le font pas méchamment. C'est comme ça qu'on leur a décrit l'Afrique. Et je pensais pouvoir apporter dans cette maison-là le regard de l'Africain sans condescendance, mais sans complaisance. Alors pour moi, c'est un moment important, ce prix Nelson Mandela, parce que c'était le prix de la fondation Nelson Mandela et qui ne pouvait pas être, on va dire, accusé de complaisance ou d'arrangement. Et je ne les connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Quand j'ai reçu ce mot, j'ai été flatté. Et on m'a dit que c'était parce que Archives d'Afrique était un rendez-vous important et qu'il fallait faire Archives d'Afrique aussi dans d'autres langues. Je ne savais pas que ceux qui étaient de langue d'expression anglaise m'écoutaient. Ça m'a touché. Et puis qu'ils aient revisité ma carrière, je me suis dit, peut-être que je suis finalement utile, que je ne suis pas aussi le mauvais garçon que certains présentent. Oui, ça m'a touché profondément. Et je pense que parmi les prix que j'ai eus, j'en ai eu à peu près 12 ou 13, c'est celui qui m'a le plus marqué. Alors l'aventure YouTube est une aventure un peu particulière. C'est que j'arrive à un âge où j'ai envie de parler, où on arrive au legs. On a envie de parler aux plus jeunes.
Et parler aux plus jeunes, c'est dire aussi les erreurs qu'on a pu commettre, que les gens de ma génération avons pu commettre. Et peut-être c'est parce qu'on n'a pas su faire qu'il faut dire aux jeunes, qu'il faut reconnaître auprès des jeunes que nous n'avons pas su faire. Pas parce qu'on était plus mauvais, mais peut-être parce qu'on n'était pas suffisamment équipés. Et le seul endroit pour parler à ces jeunes aujourd'hui, c'est pas sur les médias mainstream. Je regarde mes enfants, ils n'allument jamais la télé dans la maison, et quelques-uns même ne savent pas pour qui je travaille. Pour eux, les grands médias, là, ça ne les concerne pas. Et mon fils m'a dit un jour, papa, ce que tu fais, tu devrais le mettre sur YouTube. Et il s'est chargé avec quelques-uns de ses amis de me créer ma chaîne YouTube. Et je suis surpris par l'importance de YouTube aujourd'hui. Et c'est une chance extraordinaire pour l'Afrique, parce que ça évite toutes ces galères où il fallait créer un média à grands frais pour pouvoir y parler.